Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la justice et la loi. Vous pouvez vous asseoir et ranger vos téléphones. Alors, nous allons en particulier dans un premier temps parler de la loi morale et de la justice morale. Le problème que rencontre la loi morale et la justice morale, c'est d'arriver à équilibrer la liberté et la loi. En effet, si je veux a priori être libre, bien je ne respecte pas la loi ou je fais ce que je veux, et si je respecte la loi, je ne suis plus libre. Or, la justice, elle va justement chercher à équilibrer les deux et faire en sorte que la loi et la liberté s'équilibrent. Alors, qu'est-ce que la liberté? La liberté, c'est l'état de celui qui n'est pas soumis à une ou des contraintes qui ne dépendent pas de lui. Il exerce sa volonté. On voit qu'apparemment, donc, être libre, ce n'est pas obéir à la loi. Mais que se passe-t-il si je n'obéis pas à la loi? Petit exemple que je vous laisse regarder. Vous êtes monsieur Vous êtes poursuivi, monsieur, pour avoir à Marseille le 2 juillet fait circuler un véhicule sans assurance. Conduit un véhicule avec un taux d'alcool de 0,61 mg par litre, en récidive légale pour avoir été condamné le 16 septembre 2005 pour des faits identiques. Outragé par parole David et Philippe Ajotso, qui sont des fonctionnaires de police, en leur disant « Vous feriez mieux d'aller contrôler les Noirs et les Arabes des quartiers nord ». Voilà ce qui vous est reproché. Alors les condamnations, c'est jusqu'en 2005. 2 mois sursis en 2002. Refus d'obtempérer. 2003, 6 mois, transport de fausses monnaies. 2003, 2 mois, vol avec dégradation. 2004, 3 ans, sursis, mise à épreuve, 2 ans. Tentative d'assassinat, détention d'armes, vol. 2004, 60 jours amende, vol. 2004, 2 mois d'emprisonnement, conduite sans permis. 7 mois, dont 5 mois, sursis, mise à épreuve, 2 ans, le 8 février 2005. Délit de fuite, conduite sans permis. 16 septembre 2005, 4 mois, vol avec dégradation, conduite sans permis, conduite sans permis. Je peux dire quelque chose? Ah bah ouais. La tentative d'assassinat, c'est sur mon père, c'est familial. C'est parce que, comme je l'ai dit, mon père frappait souvent beaucoup ma mère et me frappe à moi aussi. Depuis tout minot. Maintenant, je vais vous dire juste, ça fait 15 mois que je suis sorti de prison. Ça fait 15 mois, le 3 avril 2005, que ma fille est née. Je suis sorti le jour de naissance de ma fille. Bon, on voit clairement que si on laissait tout le monde libre de faire ce qu'il veut, très vite la loi serait bafouée. Et c'est bien à la justice d'arriver à équilibrer donc cette liberté avec la loi. D'ailleurs, c'est ce que nous dit Emmanuel Kant dans ce texte. La liberté qui n'est pas restreinte par des règles qui fixent les conditions de son usage est la chose la plus terrible qui puisse être. Si la liberté n'était pas restreinte par des règles objectives, le désordre le plus sauvage régnerait dans le monde. Quelle est maintenant cette condition qui vient restreindre la liberté? C'est la loi. S'il ne possède pas une telle règle, sa liberté est son plus grand malheur. Cette liberté doit par conséquent être restreinte, non toutefois par d'autres propriétés et facultés, mais par elle-même. Alors cette dernière phrase, cette liberté doit par conséquent être restreinte, non toutefois par d'autres propriétés et facultés, mais par elle-même, on verra que c'est l'idée d'une liberté qui obéit volontairement à la loi. Regardons ce texte plus dans le détail. Donc, l'idée c'est que on peut librement obéir à la loi. La liberté sans loi, c'est un danger, c'est ce qu'on vient de voir. C'est ce que nous dit Kant donc, dans ce texte. Donc, il faut des lois et des règles. Il faut donc contrôler la liberté. Ce contrôle doit être fait librement, c'est-à-dire je dois me contrôler moi-même. Donc si on arrive à cette solution, se contrôler soi-même, on aura bien respecté la justice, puisqu'on aura volontairement, librement obéi à la loi.
comment ça peut se passer? Voyons dans le détail plutôt la définition de la loi. C'est une obligation établie par l'autorité souveraine de l'État applicable à tous et définissant les droits et les devoirs de chacun. Donc on a bien quelque chose qui est extérieur à soi et qui pourtant doit être écouté comme si j'en décidais. Nous allons voir ça dans le détail, plus dans le détail maintenant. Donc rappelons, notre but c'est d'arriver à équilibrer la liberté et la loi. Alors, grâce à la justice. Alors qu'est-ce que le juste d'abord? Le juste, c'est ce qui est conforme à la justice, au droit, à l'équité. Donc le juste est ce que je suis autorisé à faire. Ou même que ce que je m'autorise à faire d'ailleurs. La justice, c'est une juste appréciation, une reconnaissance et le respect des droits et du mérite de chacun. Et la justice sanctionne ceux qui prennent trop de liberté vis-à-vis de la loi, évidemment. Donc il faut réussir à faire que la liberté et la loi ne soient point contraires, mais soient alliées. Comment faire? Comment faire? Je peux me donner à moi-même ma propre loi. Je peux m'interdire certaines choses et m'en autoriser d'autres. Et ce qui va me guider dans cette recherche, c'est ma conscience, la conscience morale. Alors comment puis-je réussir à obéir à ma conscience? Et d'abord, qu'est-ce que c'est que la conscience? On a un très bon exemple de ce que c'est que la conscience morale dans ce texte de Victor Hugo, qui nous raconte ce qui arrive à Caïn après qu'il ait tué son frère Abel. Il est poursuivi par un œil qui le regarde. Et il va chercher à s'en cacher. Quand ils eurent fini de clore et de murer, on mit l'aïeul au centre en une tour de pierre, c'est-à-dire qu'on met Caïn à l'abri de ce regard, enfin on essaie de le mettre à l'abri de ce regard, dans une tour de pierre. Et lui restait lugubre et hagard. « Ô mon père, l'œil a-t-il disparu » dit en tremblant son fils. Et Caïn répondit « Non, il est toujours là. » Alors il dit « Je veux habiter sous la terre. » Comme dans son sépulcre un homme solitaire. Rien ne me verra plus, je ne verrai plus rien. On fit donc une fosse, et Caïn dit « C'est bien. » Donc il espère que cette fois-ci, l'œil ne le regardera plus, après qu'il ait tué son frère, encore une fois. Puis il descendit seul sous cette voûte sombre, quand il se fut assis sur sa chaise dans l'ombre, et qu'on eut sur son front fermé le souterrain. L'œil était dans la tombe, et regardait Caïn. On voit ce que c'est que la conscience morale, c'est quelque chose qui me juge, même si personne ne me voit. En fait, la conscience morale, c'est, avec la conscience morale, je me juge moi-même. Définition plus précise de la conscience morale, c'est une propriété qu'a l'esprit humain de porter des jugements sur la valeur morale de certains actes et de certaines intentions individuelles. Elle peut intervenir pour juger des actes à venir du sujet moral ou ses actes passés. Alors, à partir de cette conscience morale, qu'est-ce que je dois faire pour avoir justement la conscience tranquille? Eh bien, tout simplement, je dois savoir faire le bien. Pourquoi? Parce que le bien, c'est ce qui est dont on juge qu'il est bien que cela soit. Tandis que le mal, c'est ce qui est dont on juge qu'il est mal que cela soit. Donc, ma conscience morale m'indique de faire le bien. Mais est-ce que je vais faire le bien pour moi-même ou pour les autres? En fin de compte, ça va aller ensemble, mais le premier souci de la morale, c'est évidemment de s'inquiéter pour qui faire le bien. Eh bien, tout simplement, je fais le bien pour autrui. Autrui, c'est celui que je rencontre, même sans rien dire, juste en le regardant. C'est le regard qui m'apparaît dans le monde, qui sort des objets, qui n'a plus rien à voir, quelque chose qui n'est pas une chose justement, c'est un autre, c'est un regard, comme on peut le voir dans cette rapide vidéo.
Donc si je fais le bien, c'est bien pour l'autre, c'est pour autrui. Mais qui est cet autrui? Est-ce que c'est moi, ou est-ce que c'est quelqu'un de complètement différent, ou est-ce que c'est un peu de moi et un peu de différence? En réalité, autrui, on peut le définir comme un alter ego. C'est à la fois quelqu'un qui est différent de moi et à la fois quelqu'un qui est identique à moi. C'est pourquoi je peux espérer rentrer en dialogue avec lui, parce qu'il est à la fois différent de moi, j'ai quelque chose à lui dire. S'il était moi, je n'aurais rien à lui dire. Et il est, moi, quelque chose comme moi, quelque chose, quelqu'un dont je peux deviner les sentiments, parce qu'il est un autre moi-même. L'alter ego, donc, c'est celui pour qui je vais faire le bien. Comme le dit Eric Weil, la justice exige que je traite autrui comme moi-même et moi-même comme autrui. Donc c'est bien cela, c'est l'idée, c'est que je trouve en l'autre, pour qui je fais le bien, un autre moi-même. Et en faisant le bien pour l'autre, je me fais en quelque sorte du bien à moi-même. C'est la condition du bonheur. Mais on verra ça dans une autre vidéo. Donc, je me sens responsable de l'autre, et responsable celui qui rend compte de ses actes, soit devant sa conscience, soit devant autrui. Maintenant, nous allons pouvoir voir pour mieux comprendre cette notion de responsabilité, puisqu'il faut que je me sente responsable pour sentir la nécessité de faire du bien à autrui, dans un exemple, un contre-exemple en quelque sorte, avec Eichmann. Le criminel nazi Eichmann raconte dans cette vidéo, pendant son procès à Jérusalem, il raconte la conférence de Wannsee, pendant laquelle il a été décidé à quelques hommes, quelques nazis, l'extermination des Juifs, ce qu'ils ont appelé la solution finale. Dans cette vidéo, vous allez voir qu'il explique comment il a décidé qu'il n'était absolument pas responsable, justement, des crimes qu'il allait commettre par la suite. Donc on va avoir un contre-exemple de ce que c'est que de ne pas se sentir responsable des autres. ואנחנו מבקשים שבית המשפט ישמע כעת מספר קטעים שבדעתנו להצביע עליהם בשלב זה. ואנחנו מבקשים להשמיע את זה כפי שהוקלט. Ich kann mich entsinnen, dass irgendwie der ein oder andere der Anwesenden dann das Wort ergriff und wie das schon so geht, ich habe zum ersten Mal im Leben auf einer solchen Konferenz, an der derart hohe Funktionäre wie Staatssekretäre teilgenommen. Das geht eben sehr ruhig, sehr freundlich, sehr höflich und sehr artig und nett zu. Es werden nicht viele Worte gemacht, es dauert auch nicht lange, es wird dann ein Cognac gereicht durch Ordonnanzen und dann ist die Sache teilgenommen. Meine Zufriedenheit hing zusammen mit der Prüfung meiner Person zum Ergebnis der Wannsee-Konferenz. In dem Augenblick hatte ich eine Art Pilatus-Zufriedenheit in mir verspürt, denn ich fühlte mich bar jeder Schuld. Hier auf der Wannsee-Konferenz sprach nun die Prominenz des Kaiserreiches. Es befahlen die Päpste. Ich hatte zu gehorchen. Und daran dachte ich in all den kommenden Jahren. Und nicht zuletzt. Ich habe immer verstanden, dass das Händewaschen von Pontius Pilatus auf einen inneren Vorgang sich bezieht. Da darf ich eben drauf kommen, da wollte ich eben drauf kommen, Herr Richter. Sage ich mir, ja, ich habe alles getan, was ich konnte. Ich bin ein Werkzeug stärkerer Kräfte gewesen. Ich möchte es mal jetzt vulgär sagen, ich muss meine Hände für mich, für mein Inneres in Unschuld waschen. So möchte ich das verstehen. Dass diese Juden für die Vernichtungslager bestimmt waren. Ja oder nein? Das leugne ich nicht ab, das habe ich nicht abgeleugnet, denn was mir befohlen worden ist, musste ich machen, Kraft meines Fahneneides und meiner Verpflichtung. Davor kann ich mich leider nicht entziehen, habe auch nie den Versuch gemacht.
Aber Voilà donc la bande de criminels nazis qui a décidé de la solution finale ce jour-là. On y voit clairement Eichmann présent. Le problème qui se pose ici, c'est que Eichmann dit clairement qu'il a obéi à la loi, qu'il était innocent puisqu'on lui avait donné des ordres et que justement il aurait été immoral pour lui, c'est clairement dit, de ne pas obéir à ces ordres-là. Ce qui pose une question très intéressante et très importante. Est-ce que toutes les lois auxquelles j'obéis sont valables? Est-ce que je peux obéir à n'importe quelle loi, quelle qu'elle soit? Évidemment non. C'est pour ça qu'il est fondamental de comprendre la différence entre une loi légale et une loi légitime. Une loi légale, de toute façon toutes les lois sont légales par définition, c'est ce qui est conforme au droit positif, c'est-à-dire au droit établi dans un État. Le droit positif n'a rien d'universel et la légalité varie d'un État à l'autre. Bon, par exemple, ici on aura l'autorisation, on aura la peine de mort autorisée, dans un autre pays, elle sera interdite. Mais quand elle est autorisée, elle est légale. Par contre, est-ce qu'elle est légitime? Légitime est légitime ce qui est conforme au droit idéal, ce qui doit être pour que la justice soit respectée. Donc ça suppose que une loi doit être légitime et pas simplement légale. Et effectivement, il est très difficile de dire que l'assassinat de plusieurs millions de personnes puisse être légitime, même si c'était légal, encore une fois. Bon, encore un autre exemple, dans certains États, la torture peut être légale, c'est-à-dire autorisée par la loi, cela ne la rend pas légitime, c'est-à-dire juste pour autant. Donc il nous faut une sorte de loi, une sorte de critères qui nous permettent, certes, d'obéir à la loi, mais de vérifier que quand j'obéis à cette loi est légitime. Kant nous propose une solution pour apprécier la qualité d'une loi, en quelque sorte. Il dit « Agis uniquement d'après la maxime, c'est-à-dire la loi, qui fait que tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. » Alors ça peut paraître complexe, mais c'est très simple. L'idée, c'est tout simplement de dire si je fais quelque chose et que je pense que tout le monde peut faire la même chose, alors c'est légitime. Si je tue par exemple des millions de personnes, je suppose que tout le monde puisse faire la même chose et me tuer à mon tour en quelque sorte. Un autre exemple, en ces périodes de confinement, vous voyez ici quelqu'un qui dit j'obéis à la loi, je reste à la maison, et il demande à tous de faire pareil. Parce qu'il dit, puisque moi j'obéis, je veux que tout le monde obéisse, puisque cette loi, elle est valable parce que tout le monde doit obéir à cette loi, et pas simplement moi, ou pas simplement les autres. Voilà donc pourquoi j'obéis à la loi, quand elle est légitime. Évidemment, nous allons devoir voir, dans une seconde partie tout à l'heure, ou plus tard, que tout le monde n'obéit pas à la loi morale. Et il faudra une loi du droit positif pour réussir à dépasser ce problème. Petit intermède. Donc, nous avons vu que la justice cherche à équilibrer la liberté et la loi. Trop de liberté, ce serait le désordre, et trop de loi, ce serait trop d'ordre. Il faut donc que j'arrive à obéir à la loi librement par moi-même. Ma conscience morale va alors me dire ce qui est bien et ce qui est mal. Celui pour qui je fais bien plutôt que mal, c'est autrui. Autrui qui est un autre moi-même et en même temps différent de moi, un alter ego. Alors je vais obéir à ma conscience parce que je suis responsable de l'autre. Mais quelle loi devrais-je suivre pour agir moralement? Une loi qui ne serait pas légitime ne mérite pas que je lui obéisse. Une loi légitime pour Kant est une loi qui est valable pour tous, une loi universelle. Donc pour conclure, j'ai trouvé un équilibre entre liberté et loi parce que j'obéis librement à la loi que je me donne. C'est une loi morale. Dans une seconde partie,
à venir, nous verrons la justice et la loi, mais cette fois-ci du droit positif.